Il est le maire d'une commune de 850 habitants dans le Haut-Rhin, mais aussi énarque, un parcours singulier pour Benjamin Huin qui s'est à son tour frotté à l'exercice Nopopol. Moi je pense que c'est très important que les élus travaillent en même temps qu'ils exercent leur mandat. Chaque été, les maires et les agriculteurs vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. C'est l'installation illégale de gens du voyage. Le problème de la France, c'est pas qu'on ne taxe pas assez, c'est qu'on dépense n'importe quoi, n'importe comment. Il nous a émus avec la question « Le monopole du cœur ». En 4 ans, il se trouve que j'ai perdu mon parrain, mon grand-père et puis ma mère. Ils sont morts tous les 3 de cancer en phase terminale. Il faut faire la loi pour la fin de vie. Il s'est prêté au jeu du discours de motivation. Il faut croire en la France parce qu'on est le plus beau pays du monde. Ce pays mérite tout notre engagement. Toutes ces rubriques, vous pouvez les retrouver à chaque épisode Nopopol. Je vous laisse apprécier celui-ci. Bonjour et soyez les bienvenus sur Nopopol, le média indépendant qui donne le temps aux idées. Indépendant, ça j'insiste, car nous sommes totalement autofinancés et donc complètement libres de nos questions et du choix de nos invités. Bonjour Benjamin Huin. Bonjour Thierry. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes le maire de Zimmerbach, dans le Haut-Rhin. On n'est pas très loin de Colmar. Absolument. On en dira un tout petit peu plus tout à l'heure. Je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais c'est le plus beau village du monde. Voilà, c'est très simple. On peut commencer comme ça. Je suis maire du plus beau village du monde. Tout simplement. Mais je crois que c'est une très belle commune. Hein, tout à fait. Blague mise à part. Mais juste avant, Benjamin, je voulais vous rappeler les règles de Nopopol. On parle de tout, s'il vous plaît, sauf de politique politicienne, d'histoire d'appareil, pas de langue de bois, s'il vous plaît, de renvoi de balles. Vous savez, c'est pas de notre faute, c'est de la leur. Enfin, ça, on connaît bien. Que des idées. Que des propositions, s'il vous plaît, face aux défis que rencontre notre pays. Et si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Nopopol. C'est le modèle économique sur YouTube. Plus il y aura d'abonnés, plus on pourra vous proposer ce type d'entretien. Allez, Benjamin Huin, on commence tout de suite par notre rubrique « Faisons connaissance ». Alors, le but, c'est de savoir d'où vous parlez. Alors, vous n'êtes pas obligé de me faire des réponses très longues, mais Benjamin, votre date et lieu de naissance. Je suis né le 6 juillet 1992 dans la magnifique ville de Colmar, dans le Haut-Rhin, en Alsace. On est à combien de kilomètres de Zimmerbach ? On est à 20 km environ de Zimmerbach, donc Colmar est à 20 km du plus beau village du monde. Et vous avez donc 33 ans. Et j'ai 33 ans, absolument. Si mes calculs sont bons, vous êtes un jeune maire. Vous avez été même le plus jeune maire du Haut-Rhin, je crois, à un moment. Je crois que je le suis encore. Je suis heureusement pas le plus jeune de France, je suis le plus jeune du Haut-Rhin. Je crois qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus jeune que moi dans le Bas-Rhin. Et on discute, on a les mêmes sujets, comment on concilie ça avec notre vie professionnelle, avec notre vie affective, avec notre vie privée. Mais c'est un mandat absolument magnifique, j'y prends beaucoup de plaisir. On continue le questionnaire Faisons connaissance. Profession de vos parents ? Mon père est directeur d'EHPAD et de différents hôpitaux, et ma mère, qui nous regarde du ciel, était pharmacienne. Que vouliez-vous faire, Benjamin, quand vous étiez enfant ? Alors moi, mon rêve, c'est encore, même si je pense qu'il y a peu de chances que Didier Deschamps m'appelle, c'est d'être joueur de foot en équipe de France et au Racing Club de Strasbourg, parce que je suis fan de peut-être qu'il va Racing regarder Club nos de Strasbourg. Nopopol. Alors peut-être, et comme je joue encore en club, il faut qu'il vienne me voir le dimanche après-midi. Peut-être qu'il a besoin d'un arrière-gauche, je peux faire l'affaire. C'était ça votre rêve alors, d'être footballeur ? Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, il se trouve que j'étais un peu moins bon au foot que j'étais bon pour une autre de mes grandes passions que sont les livres. Et donc, après le bac, j'ai fait des études littéraires. En Hippocagne et en Cagne. Ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure. Je suis allé aux États-Unis. Et très vite, je me suis dit, au fond, j'ai envie d'être utile concrètement à mon pays. Et donc, ma façon à moi d'être utile, c'était de faire l'ENA, l'École nationale d'administration. Et donc, voilà. Et puis, en parallèle, je suis devenu maire de mon village, Zimmerbach. Alors l'ENA, ça c'est intéressant parce que vous êtes énarque et puis maire d'une commune, donc Zimmerbach, on l'a dit, de 850 habitants, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. C'est l'occasion de vous demander pourquoi vous avez voulu vous engager comme ça dans la commune où vous habitiez, je crois. En fait, mon engagement à Zimmerbach, il remonte quand j'avais 19 ans et j'ai créé avec mes amis le club de foot de Zimmerbach, le football club de Zimmerbach. Et c'était la première façon de m'engager, je dirais, pour mon village, parce qu'au-delà du foot, et la beauté du foot, c'est que ça réunit tout le monde, c'est que ça fait vivre les villages. Et donc c'était ma façon à moi, au début, de faire vivre mon cher village. Et chemin faisant, le maire m'a identifié, il m'a proposé d'être sur sa liste, et puis je suis devenu maire ensuite.
Donc c'était ça le sens de votre engagement. Votre profession actuelle, vous êtes inspecteur des finances en ce moment, c'est ça? Comment vous partagez votre temps avec votre mandat de maire? Comment ça se passe? Ce qui est bien, c'est que dans les deux cas, je m'organise extrêmement librement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très complémentaire. C'est-à-dire que à l'inspection générale des finances, on réfléchit aux grands problèmes de la France que le gouvernement nous propose. Et en tant que maire de Zimmerbach, j'ai l'application concrète des choses. Et donc, je vois à la fois le premier kilomètre de l'action publique à Zimmerbach et le dernier kilomètre quand je suis inspecteur des finances. Essayez de nous expliquer, inspecteur des finances, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent et pour moi, concrètement, vous faites quoi? Le gouvernement a une idée de réforme. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose des scénarios pour mettre en œuvre cette réforme. Donc, on la chiffre, on regarde les avantages et puis les inconvénients sur des sujets extrêmement variés. L'université, l'agriculture, l'hôpital, tout un tas de sujets. Et donc, si vous voulez, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on regarde si l'argent public est bien utilisé ou pas. Ça, c'est important. Tout à fait. Votre parti? Je suis sans étiquette, qui est pour moi le plus beau parti de France, parce qu'on est libre. Et ça veut dire qu'on peut dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut. Et que je pense qu'il y a un sujet avec les partis politiques aujourd'hui qui pensent davantage à leur étiquette, à leur place, qu'à la France. Une personnalité politique quand même dont vous vous sentez proche dans le jeu politique? Moi, je suis proche de... Alors, c'est pas du tout populaire aujourd'hui de dire ça, mais moi, je suis proche de Bruno Le Maire. D'ailleurs, je trouve qu'il a été très injustement attaqué. Franchement, lui reprocher les 1000 milliards de dettes, quelle hypocrisie. Parce que quand on est ministre des Finances, on passe son temps à dire non. Et pour très bien le connaître, je sais qu'il a passé son temps à dire non. Il a passé son temps à dire non à des propositions d'autres ministres, et il a passé son temps à dire non aux oppositions. Et il se trouve que dans la Ve République et dans le fonctionnement de l'État, quand il y a un ministre qui propose une dépense et que le ministre de l'économie dit non, celui qui tranche, c'est le Premier ministre ou c'est le président. Et par ailleurs, Bruno Le Maire, avec le reste du gouvernement, pendant très longtemps a proposé de mettre fin aux aides Covid, de mettre fin au quoi qu'il en coûte, et c'est les oppositions de droite comme de gauche qui ont refusé d'ailleurs. Donc reprocher à quelqu'un d'être l'homme des 1000 milliards de dettes, quand vous vous êtes vous-même opposé à toutes les réductions de toutes les dépenses que le ministre de l'économie proposait, c'est quand même assez gros. Il y a ce paramètre-là, il y a aussi ce qui lui est reproché, c'est qu'il était chef de l'administration fiscale, et c'est vrai qu'il y a eu pas des erreurs de calcul, mais en tout cas des surprises à un moment. Et là-dessus, je crois qu'il a quand même confessé une responsabilité, ce qui est quand même tout à fait normal. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'hommes politiques, il a assumé sa part de responsabilité. Et ça, je trouve ça très bien. Et comme c'est un homme d'État, il en tire les différentes leçons. Mais sur les erreurs de calcul, on imagine bien que c'est pas au ministre de l'économie de prendre un petit tableau Excel. Voilà, c'est à l'administration aussi de bien le faire. Elle s'est un peu trompée et la commission d'enquête parlementaire a reconnu d'ailleurs que ce n'était pas que de sa faute. Encore une fois, c'est à vous de juger des propos de notre invité. Notre dernière question de cette rubrique, c'est, Benjamin, vous nous l'avez un peu dit, mais pourquoi avoir choisi de vous engager en politique? Parce qu'on est quand même un certain nombre de Françaises et de Françaises, parfois, à se demander quel est le moteur de nos élus. Pourquoi ont-ils choisi cette voie-là? En fait, la raison est très simple, Thierry, c'est que j'aime la France. J'aime passionnément ce pays. Quand je me déplace en France, que je vais à Mayotte, que je vais en Bretagne, que je vais aux Pays-Bas, que je vais en Catalogne, que je vais en Corse, que je vais dans le Nord, quand je vois nos églises, nos littoraux, nos champs, nos vignes, je suis ému. Et que quand je vois aussi les Français, les agriculteurs qui se décarcassent pour nous nourrir, les entrepreneurs qui se battent pour créer des emplois, les sportifs et les artistes qui font rayonner la France dans le monde entier, en fait, j'ai envie de les aider. J'ai envie qu'ils réussissent, parce que s'ils réussissent, ils feront réussir la France. J'ai envie qu'ils gagnent, parce que s'ils gagnent, ils feront gagner la France. Moi, je pense que le but de la politique, c'est ça. C'est de permettre aux Français, qui sont des gens absolument formidables, de réussir. Et moi, je crois qu'on a tout pour réussir. Et en vrai, il suffit de peu. Et moi, j'aimerais dire aux gens, engagez-vous en politique. Attention, parce que là, c'est le discours de motivation. C'est une de nos rubriques phares. Vous aurez tout le loisir de transmettre, j'allais dire, votre passion et le sens que la politique a pour vous. Je vous propose, Benjamin, de passer à notre prochaine rubrique. C'est la question d'actualité. Difficile de ne pas vous demander un mot, alors pas de Popol s'il vous plaît, un mot sur la crise politique actuelle. Quel regard de Zimmerbach portez-vous sur ce qui se passe en ce moment d'un point de vue national? En fait, il y a 6 mois, je vous aurais dit que les gens, y compris parfois les maires de petits villages comme moi, on avait de la défiance et de la colère vis-à-vis de la classe politique nationale. Et aujourd'hui, il y a une forme... Pourquoi ?
En fait, je dirais qu'aujourd'hui, vu le spectacle qui est livré, il y a une forme de désintérêt, une forme presque de pitié, en fait. En fait, on a l'impression de voir des petits poissons dans un bocal d'eau stagnante, parce que le renouvellement est assez faible, qui sont déconnectés premièrement de la situation internationale. Quand même, Thierry, cet été, on s'est écharpé sur 2 jours fériés quand Trump recevait Poutine. C'est de dire le degré de déconnexion entre la gravité de la situation internationale et le niveau de nos discussions à nous. Mais j'ai l'impression que dans ce bocal-là, ils sont aussi déconnectés de la situation réelle des gens. Moi, j'ai pas l'impression que les vrais sujets, c'est-à-dire faire en sorte que les gens gagnent mieux leur vie, faire en sorte qu'ils vivent au quotidien en sécurité, faire en sorte que notre école aille mieux, et faire en sorte qu'on trouve les solutions pour protéger notre environnement, soient réellement traités. C'est ce que vous disent vos administrés? Qu'est-ce qu'ils en pensent à Zimmerbar de ce spectacle qui est offert en ce moment? Ils disent un peu ce que je dis, il y a une forme d'incompréhension, et au fond, la majorité des Français ont le même constat, et on ne comprend pas pourquoi, fort de ce même constat, qu'il faut permettre aux gens de mieux gagner leur vie, permettre à l'école de mieux fonctionner, permettre à l'hôpital de mieux soigner, et nous permettre d'être plus en sécurité, on n'arrive pas à avancer sur ces 4 priorités, quoi. Et ça, c'est dingue, en fait. Quel rôle peuvent jouer les médias dans cette crise politique? Parce que vous êtes nombreux quand on discute à me parler de ça. C'est-à-dire que la parole politique, vous le disiez Benjamin, est déjà l'apanage d'une trentaine de personnalités politiques, souvent assez parisianistes, cette parole politique. Et puis, avec des questions, je trouve, toujours un petit peu sur l'écume, finalement, pas dans le fond. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. C'est si on ne pose aux responsables politiques que des questions de qu'est-ce que vous avez pensé de ce que le ministre de l'Intérieur a dit, de ce que tel député a dit, de ce que lui a fait sur TikTok, etc. Faut pas s'étonner qu'on soit déconnecté de la situation internationale d'une part et de la vie réelle des Français d'autre part. Je pense aussi que ce pays est trop centré sur Paris et que les élites ont failli, les élites journalistiques, les élites médiatiques, les élites politiques et les élites administratives. Mais elles ont aussi failli parce que ce pays est trop centralisé et ne connaît pas assez le reste du territoire. Et si tout le monde se décentralisait, si tout le monde connaissait mieux la France, les élites administratives, les élites politiques, mais aussi les élites médiatiques, je pense qu'on serait plus proche de la réalité de ce que vivent les gens. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand je vois les offres politiques, c'est que vous avez que des vendeurs de désespoir et des vendeurs de malheur. Vous avez des gens qui vous disent, au fond, la France, elle était mieux il y a 50 ans, il faut revenir 50 ans en arrière. Je crois pas, Thierry. Moi, je crois qu'on est un pays formidable comme ça. Je crois qu'on est un pays riche de sa diversité. Je crois qu'on est un pays qui a toutes les ressources. Ensuite, vous avez des gens qui disent, de toute façon, on est en déclin, on va dans le mur de la dette, on va dans le mur russe, on va dans le mur américain. Je crois pas. Je crois qu'on peut se redresser. Je crois qu'on peut restaurer nos comptes publics. Je crois qu'on peut retrouver une puissance. Je crois qu'on peut se réaffirmer comme une démocratie forte. Et enfin, il y a des gens qui vous disent, de toute façon, ça sert à rien de s'engager parce que la planète, elle va disparaître. Oui. Enfin, si on est sûr d'être condamné, pourquoi s'engager? Donc moi, je pense que on est un pays formidable, riche de sa diversité. Je pense que du coup, on a tous les atouts pour répondre aux défis de la productivité, aux défis de la dette et aux défis du réarmement face à la Chine, à la Russie puis aux États-Unis. Et je pense aussi que les solutions pour lutter contre le changement climatique existent. On va détailler dans cet entretien toutes vos solutions, les propositions en tout cas que vous formulez dans ces différents domaines. On passe tout de suite à notre rubrique, les idées qui peuvent changer la France. Je vous rappelle que chaque semaine, sur notre page YouTube, vous pourrez voter pour quelques-unes des mesures proposées par notre invité. On fera régulièrement un petit sondage et on verra quelles sont les idées qui ont le plus séduit. Alors, les idées qui peuvent changer la France, c'est une sorte de carte blanche, Benjamin, sur une ou deux idées dont vous pensez qu'elles peuvent radicalement, en tout cas, améliorer la situation de notre pays. Je crois que c'est essentiel que dans ce pays, on retrouve le goût de l'effort, le goût du travail, le goût du mérite. Tu sais Thierry, moi j'ai une grande chance, c'est que j'ai été élevé par des gens qui m'ont transmis l'amour et la culture du travail et qui m'ont appris que le travail paye. Je prends un exemple. Quand j'avais 18 ans, j'ai dit à mon père et à ma mère, écoutez, cet été, j'ai plutôt envie d'aller en vacances avec mes potes et pas nécessairement avec vous, même si je vous aime beaucoup. Et ils m'ont dit, écoute Benji, c'est simple. Dans la vie, on part en vacances parce qu'on a travaillé avant. Donc si tu veux partir, c'est en août et en juillet, tu bosses. Et donc il y a un été où j'ai fait caissier, un été où j'ai fait ouvrier agricole, un été où j'étais brancardier. Et ça m'a donné le goût du travail.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a moins le goût du travail parce que le travail ne paye plus. Et ça, c'est un drame. Donc moi, j'ai une idée toute simple. C'est de baisser la différence entre le brut et le net de 800 € par an. Il faut redonner aux gens 800 € par an. Et comment? En baissant plusieurs cotisations sociales. Alors, ça coûte 25 milliards d'euros. Donc, vous allez me dire comment le financer. Et l'enjeu de financement est important aujourd'hui. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut, trouver 3 milliards d'euros en baissant un peu les allocations chômage à partir du 9e puis du 15e mois. 3 milliards d'euros. On peut trouver 7,5 milliards d'euros en simplifiant l'organisation administrative, en mettant fin au millefeuille administratif. Proposez même de supprimer un échelon administratif. On y reviendra si vous voulez. Par exemple, on y reviendra. Et il y a de l'ordre de 10 à 20 milliards restants qui peuvent être obtenus en augmentant d'1 point la taxe sur la valeur ajoutée. Et si on baisse les cotisations que payent les travailleurs français, et qu'à l'inverse, on augmente la TVA sur les produits importés hors de l'UE, on favorise les gens qui bossent en France, on favorise les gens qui créent de l'emploi en France, et on pénalise les entreprises qui ne sont pas de l'Union européenne. Écoutez, c'est une des propositions que vous formulez. Est-ce que vous avez une autre idée qui, selon vous, pourrait changer la France? Vous me parliez avant du millefeuille administratif. Donc là, au fond, je prends l'exemple de mes amis donc viticulteurs à Merbach qui font un excellent vin que je recommande d'ailleurs. À boire avec modération. À boire avec modération. Et ce qui est frappant, c'est que il y a 5-6 ans, quand ils faisaient une récolte, ils faisaient une déclaration à une seule administration. Maintenant, ils doivent faire 5 déclarations différentes pour la même déclaration de récolte. En fait, leur situation se complexifie chaque jour davantage. Je note d'ailleurs que dans ce pays, dans le même temps, on a divisé par 2 le nombre d'agriculteurs, ce qui est un drame, et dans le même temps, on a augmenté par 2 le nombre de fonctionnaires. Moi, j'ai fait l'ENA, donc je le sais, on nous apprend à écrire des normes. Plus de normes, moins d'agriculteurs. Voilà. Donc, si vous proposez aux élus depuis Paris de supprimer une strate, ils refuseront. Donc moi, mon idée, elle est très simple. C'est que le gouvernement mette tous les élus du même département autour d'une table, autour du préfet, et on leur donne 6 mois pour décider, dans leur département, quelle est la strate la moins utile entre la commune, l'interco, le département, et puis la région. Je me permets parce que tout le monde n'est pas familier. Et puis la région. Un de ces échelons, voilà. Dans chaque région, j'allais dire. Mais c'est pas le même partout, parce que la Guyane, c'est différent du Nord. L'Alsace, c'est différent du Pays Basque. Il y a des territoires où la région n'est peut-être pas utile. À l'inverse, il y a des territoires où elle est très utile. Il y a des territoires où c'est l'intercommunalité qui est utile et dans d'autres où elle n'est pas utile. Et s'il n'y a pas d'accord de trouver, qui tranche? C'est le préfet qui décide à la place des différents élus. Et moi, je pense que les élus, si vous les mettez autour d'une table, sous le regard de leurs concitoyens, de leur même département, donc ils les connaissent parfois même individuellement, croyez-moi que ça leur met un peu plus de responsabilité. Et le problème des strates, c'est justement ça, c'est que la responsabilité est complètement diluée. Au fond, les gens, ils identifient 2 élus, le maire et le président. Ils imputent au président tout ce qui relève de leur horizon extra-quotidien, l'emploi, la guerre, l'inflation, etc. Et ils imputent au maire tout ce qui relève de leur cadre de vie quotidien, l'eau, les déchets, l'assainissement. Et je prends exprès ces 3 compétences-là qui relèvent de l'intercommunalité, qui ne relèvent plus du maire. Moi, les gens, ils viennent me voir, monsieur le maire, à qui dois-je m'adresser pour? Écoute, Benjamin, j'ai cette démarche-là à faire, c'est chez qui? Vous citez même, Benjamin, dans votre tribune, vous avez écrit une tribune dans le journal Le Monde, un chiffre, combien coûterait, alors c'est une étude qui a été réalisée par le maire LR de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, combien coûterait cet enchevêtrement administratif, le chiffre que vous citez? 7,5 milliards d'euros. Et pour que les gens se représentent ce que c'est que 7,5 milliards d'euros, parce que, bon, on pense que en 10 ans, pour retrouver un excédent budgétaire, donc plus de recettes que de dépenses hors remboursement de la dette, et faire face aux crises militaires, écologiques ou sanitaires que la France devra affronter dans les 10 prochaines années à coup sûr, il faut trouver 110 milliards d'euros à peu près. Donc 7,5 milliards d'euros, c'est de l'ordre d'un peu moins de 7% de ce qu'il faut trouver. Donc c'est énorme. Ça veut dire que vous avez là une solution simple qui simplifierait la vie des gens, des entrepreneurs, des agriculteurs, des maires, des gens comme vous et moi, et qui par ailleurs permettrait de répondre à 7 € sur 100 de l'effort budgétaire qu'on doit fournir. C'est important. Mais pour mettre un peu les pieds dans le plat, on a l'impression que les citoyens, nous, on serait pour supprimer l'échelon
n'importe lequel. D'ailleurs, vous disiez que ce seront aux élus de choisir. On a l'impression qu'il y a plus une résistance d'un point de vue des élus. Mais oui, mais tout ce que je dis, en fait, c'est que l'erreur des réformes territoriales qui ont été faites, notamment en 2015, c'est qu'elles ont été décidées unilatéralement depuis Paris. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut renverser la chose. C'est-à-dire que on dit aux élus, décidez entre vous quelle est la strate la moins utile dans votre département. On consulte les forces économiques représentatives, la chambre d'agriculture, etc. Et les acteurs de leur territoire, ils savent mieux que les autres quelle est la strate la moins utile pour eux. Voilà, tout simplement. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est leur responsabilité, et là, le préfet décide à leur place. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit un pays où les gens prennent leurs responsabilités, y compris les élus. Et une des responsabilités des élus, c'est de dire « ma strate, elle n'est pas utile ». Voilà. Regardez, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de dire que moi, je suis pas du tout d'accord avec les propositions de loi sur le statut de l'élu, etc. Moi, je m'engage pas pour mon statut. Et je pense que ce qui mine la France sont les corporatismes aussi. Chacun regarde midi à sa porte. Donc, moi, quand je vois aujourd'hui, vu la situation budgétaire, qu'on fasse une loi sur le statut de l'élu, entre parenthèses, une loi de plus, qui propose notamment d'augmenter encore davantage les indemnités, alors qu'on demande de se serrer la ceinture, ce qui est tout à fait normal vu la situation. Moi, je trouve ça un peu décalé, en fait. Moi, Zimmerbar, j'ai diminué mes indemnités de 400 € par mois. Combien vous touchez, par exemple, pour votre mandat 1000 de € mai net, environ. et je pourrais en toucher 1400. J'en touche 1000 et pas 1400 par mois. 4000 € par an d'économies faites pour le contribuable zimmerbacois. C'est autant d'argent en plus dans l'école, autant d'argent en plus pour des rues mieux entretenues, autant d'argent en plus dans les chemins de vigne de nos viticulteurs. C'est ça, en fait. Et donc, moi, ça me frappe quand on veut encore davantage augmenter les indemnités ou les notes de frais des élus. Benjamin, on vous répondrait que pour attirer des compétences, j'allais dire, il faut quand même aussi que quelqu'un puisse avoir une indemnité de mandat qui soit suffisante. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais moi, je pense que c'est très important que les élus travaillent en même temps qu'ils exercent leur mandat. Je vais expliquer pourquoi. Parce que on est un bon élu quand on est connecté. On est un bon élu quand on vit la vie aux côtés des gens. Et la vie des gens, c'est de travailler, Thierry. C'est pas d'être que élu, en fait. Voilà. Donc moi, en fait, je suis très heureux de travailler en même temps que je suis maire parce que je vis la même vie que tout le monde. En plus, il se trouve que je m'engage pour les autres, comme d'autres s'engagent dans des associations, etc. Donc moi, je pense que c'est important que les élus, dans leur immense majorité, puissent continuer à travailler. Et quand vous ne dépendez pas financièrement de votre mandat, du coup, il n'y a pas un enjeu financier. Bien sûr, ça change la donne. D'être réélu. Et donc, il n'y a que l'intérêt général qui compte. Écoutez, c'est entendu, on passe à notre prochaine rubrique, l'idée dans l'air. C'est une idée, l'idée dans l'air, qui agite le débat public en ce moment. Alors, on parle beaucoup de justice fiscale, de la nécessité de taxer les hauts revenus, de la taxe Zuckman. Je ne vais pas vous demander forcément de réagir sur cette taxe-là, mais comment assurer la justice fiscale dans ce pays ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un désir assez fort de nos concitoyens. Moi, je crois que la France n'a pas un problème de recettes, elle a un problème de dépenses. Le problème de la France, c'est pas qu'on ne taxe pas assez, c'est qu'on dépense n'importe quoi, n'importe comment, et pour tout, et mal. Et moi, quand je vois qu'on est le pays d'Europe qui taxe le plus les gens, on taxe 45% de la richesse qu'on produit chaque année. Et qu'en même temps, on est le pays d'Europe qui dépense le plus, 56% à peu près de la richesse qu'on produit, et que notre idée, c'est davantage de créer un impôt supplémentaire que de baisser les dépenses. Excusez-moi Thierry, mais moi je trouve ça dingue. Vous n'êtes pas choqué que des fortunes très importantes, justement, arrivent à s'extirper de la fiscalité ? Il y a quand même un sujet d'optimisation fiscale auquel ces fortunes-là ont accès et auxquelles n'ont pas accès, justement, la majorité des ménages en France. Qu'on lutte contre la fraude fiscale, qu'on lutte contre l'évasion fiscale, ça je suis tout à fait pour. Et contre l'optimisation fiscale. Alors l'optimisation fiscale n'est pas illégale, donc ça veut dire que la loi a des petits trous, mais moi ce que je veux dire c'est que oui, on peut lutter contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale aussi, on peut lutter contre l'évasion fiscale et l'exil fiscal. En revanche, c'est pas parce qu'on lutte contre la fraude fiscale et contre l'évasion fiscale qu'il faut créer un impôt de plus, ça n'a rien à voir. Moi je pense même qu'il faut baisser les impôts pour créer plus de richesse. Exemple. Moi, une de mes propositions fiscales, ce serait de dire aujourd'hui, vous avez 20 milliards d'euros d'impôts qui pèsent sur l'outil de production des entreprises industrielles. L'outil de production, c'est quoi ? C'est ces fameux impôts de production dont on parle beaucoup. Très concrètement,
les impôts de production, c'est des impôts sur le salaire, c'est des impôts sur le chiffre d'affaires, c'est des impôts qui, au fond, ne sont pas sur la richesse qu'on crée, mais qui portent sur avant même que la richesse soit créée. Ça n'a pas de sens. Et surtout, l'heure de travail en France, elle coûte 44 € pour une entreprise industrielle. Dans le reste de l'Europe, elle en coûte 38. Et ça veut dire qu'en fait, dans la compétition internationale qui joue, c'est comme si on allait à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et qu'on jouait à 9 contre 11 et que les deux joueurs qu'on enlevait, c'était Dembélé et puis Mbappé. On se prive de nos meilleurs atouts. Parce que nos meilleurs atouts sont nos entreprises industrielles. Et en plus, comme on ne protège pas l'entrée sur le marché européen, des entreprises qui ne respectent pas les règles qu'on se fixe à nous, en plus d'enlever Dembélé et Mbappé, on enlève notre gardien de but. Donc en fait, avec notre système fiscal et les normes, et notre avalanche de normes, on joue à 8 contre 11. On joue à 8 contre 11. Si on supprime tous les impôts de production qui pèsent sur les entreprises industrielles, 20 milliards d'euros, et que on compense ça aussi par une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur des produits importés de l'UE, on crée de la richesse et on favorise les entreprises locales de chez nous, qu'elles soient les petites entreprises du coin, la grande entreprise française ou les grandes entreprises européennes, et on défavorise les entreprises chinoises, les entreprises américaines et les autres qui inondent notre marché de mauvais produits. Et pas peur, de mesures de rétorsion des pays que vous allez taxer? On a 500 millions de consommateurs dans l'Union européenne qui gagnent mieux leur vie que le reste du monde. Croyez-moi que les entreprises chinoises et les entreprises américaines, elles n'ont pas envie de tourner le dos à 500 millions de clients potentiels. Puis à un moment, il y a un rapport de force économique qui joue. Il faut l'assumer. Et moi, je crois qu'on est prêt. Et en fait, les emplois qu'on gagnera, la productivité qu'on gagnera comme ça, c'est autant d'innovation et autant de montée en gamme pour que non seulement on garde nos emplois chez nous, mais qu'on conquiert aussi d'autres parts de marché. Moi, j'ai envie qu'on joue à 11 contre 11. Et comme je sais que nos joueurs sont meilleurs, parce que nos entreprises, elles sont meilleures, parce que nos ingénieurs sont meilleurs, parce que nos travailleurs sont les meilleurs du monde, on gagnera. Écoutez, c'était votre réponse à l'idée dans l'air, cette question de la justice fiscale. On passe à notre prochaine rubrique, le monopole du cœur. Joli titre, n'est-ce pas? Un sujet, Benjamin, qui vous tient à cœur en tant qu'homme, tout simplement. Je suis très content, Thierry, que vous parliez du cœur, parce que moi, ma vie privée, ma vie affective, elle nourrit ce que je pense pour la France et ce que je fais. En 4 ans, il se trouve que j'ai perdu mon parrain, mon grand-père et puis ma mère. Ils sont morts tous les 3 de cancer en phase terminale. Et je les ai vus souffrir. J'ai vu dans leur regard, dans leurs gestes, que des souffrances peuvent être insupportables. Pour l'exemple de ma mère, elle s'est battue en 20 ans contre 3 cancers. J'ai jamais vu une femme aussi résistante à la douleur, exceptionnelle. Et elle a fait un petit malaise cardiaque un jour, et elle est admise aux urgences cardiologiques, et elle dit à la chef des urgences, ne vous acharnez pas, là c'est trop. Pour que ma mère, qui est la personne la plus résistante à la douleur du monde, qui s'est battue contre 3 cancers, dise ça, là je me suis dit, il y a des souffrances qui sont insupportables. Et donc, ma conviction, c'est qu'il faut faire la loi sur la fin de vie. Il faut faire la loi sur la fin de vie. Parce que pour moi, c'est pas une loi contre la vie, c'est une loi contre la souffrance. Ne pas faire la loi contre la fin de vie, c'est au fond condamner des gens à la souffrance. Et moi, je fais de la politique, entre autres, c'est pas bête en fait, c'est de réduire la souffrance et de faire en sorte qu'il y ait plus de bonheur. Donc je pense qu'il faut faire la loi sur la fin de vie. Difficile d'enchaîner, mais en tout cas, c'est entendu. Benjamin, la prochaine rubrique, on va retomber un petit peu, c'est notre rubrique très concrètement. Donc très concrètement, c'est assez simple. Question, j'ai du mal à me déplacer, j'habite en milieu rural, on sait que c'est un gros problème ça, en milieu rural, il y a une dépendance à la voiture, c'est difficile d'organiser les choses. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'élu local à Zimmerbach? Comment ça se passe? Ça, c'est une vraie question qui me passionne absolument. Donc, moi, j'ai grandi à Zimmerbach, donc à la campagne. Je sais ce que c'est, Thierry, que de galérer 1 heure après les cours pour attendre un bus quand il vient, attendre que mon père ou ma mère viennent me chercher,
Je sais ce que c'est que le week-end ne pas pouvoir aller en ville pour aller jouer au foot, pour aller draguer, pour aller acheter des fringues. Bon. Quand je suis devenu maire, je me suis rendu compte que les jeunes galéraient, mais que les retraités galèrent aussi parce qu'ils n'ont plus de voiture, soit qu'ils peuvent plus conduire, soit qu'ils ne se sentent plus la force de conduire. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait tout un tas de gens qui bossent en ville et qui en ont marre de payer X euros d'essence, X euros de frais de révision du véhicule quand ils vont bosser, ou tout simplement qui veulent protéger la planète en utilisant moins leur voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis battu auprès de l'intercommunalité pour qu'on ait un bus par heure. Et on l'a obtenu. Ça s'appelle le bus G. G comme génial. Ai-je l'habitude de dire. Qui rallie quoi ? Colmar alors Colmar-Zimmerbach en 20 minutes. En 20 minutes. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'il fasse des arrêts intermédiaires, il faut qu'il fasse Zimmerbach, centre-ville de Colmar, en 20 minutes. Combien Aussi ça vite coûte alors ça, Benjamin ? La voiture. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui sont financés par les excédents concrets, parce que on gère bien notre collectivité d'agglomération, et par les ressources des usagers. Comme ils prennent plus le bus, il y a plus de recettes. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, moi, ma proposition, c'est que dans tous les villages de France qui sont à moins de 30 minutes d'une ville, il y ait un bus par heure. Et on peut faire un petit bus, voilà. Et regardez Thierry, autour de Paris, il y a ce qu'on appelle le RER, Réseau Express Régional. Voilà. Et ben moi, je suis pour le REV, le Réseau Express des villages vers la ville. Écoutez, je pense que ça, c'est une Voilà. idée qui va parler à beaucoup, parce que c'est vrai que quand on habite en province, moi aussi j'ai grandi en province, ce sujet de rallier la métropole la plus proche, c'est quand même une vraie question. On passe à notre prochaine rubrique, la vérité inconfortable. Benjamin, quelle vérité inconfortable nos élus devraient dire aux citoyens, mais qu'ils préfèrent cacher pour plusieurs raisons, j'allais dire notamment pour être réélus? Moi, je pense qu'il y a un grave sujet avec les retraites. Les retraites, elles coûtent 360 milliards d'euros. C'est 25% de l'argent que le contribuable dépense chaque année. C'est-à-dire que vous avez 25% des dépenses qui sont dans des dépenses du passé. Tout l'argent qu'on met pour les retraites, et j'y reviendrai, c'est de l'argent qu'on met pas pour notre école, c'est de l'argent qu'on met pas pour notre environnement, c'est de l'argent qu'on met pas pour notre police, et donc pour notre sécurité, c'est de l'argent qu'on met pas pour notre justice, c'est de l'argent qu'on met pas pour nos armées, c'est de l'argent qu'on met pas pour notre recherche, c'est de l'argent qu'on met pas pour nos entreprises, c'est de l'argent qu'on met pas pour nos agriculteurs. Donc il y a un enjeu vital pour la France d'équilibrer son modèle de retraite. Alors, et le drame, c'est que la comptabilité publique cache la réalité. On nous présente les comptes de retraite comme s'ils étaient équilibrés. Mais en réalité, ils sont déficitaires d'au moins 74 milliards d'euros. Pourquoi 74 milliards d'euros ? Parce qu'en réalité, l'État subventionne de diverses façons, à hauteur de 74 milliards d'euros, les régimes de retraite pour les équilibrer. Et donc, on présente les retraites comme si elles étaient équilibrées par les cotisations et impôts qui sont affectés, alors que pas du tout. Pour être équilibrées, elles ont besoin de 74 milliards d'euros de plus. 74 milliards d'euros, c'est 74 milliards qui ne vont pas pour notre école, pour notre police, pour nos armées, pour nos agriculteurs, pour nos entrepreneurs, etc. Comment on fait ? Il faut faire une réforme juste, une réforme où 10 euros gagnés, par exemple, vous rapportent 1 euro. Pour la retraite. Voilà, c'est une réforme par point. Par répartition, mais par point. Mais par point. Voilà, avec une dose de capitalisation à hauteur de 1 à 2% de ce que chacun gagne chaque mois. Mais moi, ma proposition, c'est de dire, parce que ça, c'est pas très original, ma proposition, c'est de dire que moi, l'heure de travail que je fais, j'ai très peu de facteurs de pénibilité. Je travaille beaucoup parce que j'aime ça, mais j'ai peu de facteurs de pénibilité. Je travaille pas la nuit, il n'y a pas de bruit autour de moi, je suis pas exposé à des agents chimiques, etc. Donc, moi, mon heure de travail, elle va pas me rapporter 1 euro, mais 0,8 centimes. Et à l'inverse, la personne qui bosse de nuit, avec du bruit, qui porte des charges lourdes, qui est exposée à des agents chimiques, elle, son heure de travail, elle va pas lui rapporter 1 euro, elle va lui rapporter 1,5 euro de retraite. Vous aviez, en 2017, 10 critères de pénibilité. Il y en a 4 qui ont été supprimés. Moi, je suis pour qu'on remette ces 4. Exemple, le travail de nuit, le port de charges lourdes, etc. Voilà. Écoutez, c'était très concret, en tout cas sur les retraites. On passe tout de suite à notre prochain module. Ne se prononce pas.
La philosophie de cette rubrique, Benjamin, c'est de se dire que vous, femmes et hommes politiques, vous n'avez pas forcément un avis sur tout, parce que vous êtes des êtres Bien humains. sûr. Un sujet sur lequel vous hésitez. Moi, il y a un sujet qui me hante, c'est est-ce qu'on doit envoyer des troupes en Ukraine ou pas? Il y a une partie de moi qui a envie de dire oui, parce qu'il y a un moment stop. Il y a un moment stop. On n'agresse pas nos ennemis, on n'agresse pas nos alliés, pardon, en toute impunité. On ne fait pas circuler des drones partout, on ne déstabilise pas nos propres élections à nous. On n'envoie pas des bots sur X déstabiliser la vie politique française sans conséquence. Donc là, vous parlez de la Russie, Voilà. évidemment. On ne nous espionne pas sans conséquence. Il y a un moment stop, mais ça vaut aussi pour d'autres pays. Mais là, est-ce qu'on envoie des troupes en Ukraine ou pas? Et il y a une partie de moi qui ne sait pas non plus, parce que c'est aussi jouer avec le feu. On n'a pas envie d'une guerre, etc. Mais il y a une part de moi qui se dit quand même que l'histoire démontre que la meilleure façon d'éviter une guerre, c'est aussi de rappeler qu'on est fort. Et un moment de dire stop et de fixer des lignes rouges. Est-ce qu'on doit envoyer les troupes maintenant dans une sorte d'arrière-ligne de front pour éviter une confrontation directe entre nos soldats et les soldats russes? Est-ce que lorsqu'un traité de paix ou à minima un accord de cessez-le-feu sera signé, là on envoie des troupes pour faire en sorte que les Russes n'aillent pas plus loin, qu'ils sont déjà allés trop loin? Voilà. Franchement, j'arrive pas à le savoir. Aussi parce que y a des déterminants de défense, de renseignement qui m'échappent. Mais moi, je pense que nos armées sont prêtes. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui l'a dit. Est-ce que pour autant il faut le faire? Là encore, je ne sais pas. Et je pense que ça mérite un vrai débat. La question épineuse et complexe sur l'envoi donc de troupes au sol Bien sûr, ouais. françaises en Ukraine. Allez, on passe à notre prochaine rubrique. C'est la question qui dérange. Votre commune Zimmerbach a organisé, puisque c'était le 11 octobre, son deuxième salon de l'immobilier. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une pression immobilière qui s'exerce sur ces villages qui sont à quelques encablures de métropoles assez dynamiques. Je pense à Colmar, et on sait que vous êtes souvent coincés, vous les élus locaux, entre accepter de la promotion immobilière, puis conserver quand même l'identité, la nature aussi, l'environnement dans votre village. Comment vous arrivez à résoudre cette équation de votre côté? C'est une excellente question. Alors, déjà, il y a une première chose qu'on fait, c'est que moi, je suis extrêmement vigilant à la beauté de ce qui est construit à Zimmerbach ou de ce qui est réaménagé. Pour moi, la beauté de la France est essentielle. Et la beauté de l'Alsace en particulier. Et la beauté de la France, c'est la beauté de l'Alsace, c'est la beauté du Pays Basque, c'est la beauté de la Corse, etc. Donc, respecter notre architecture et nos paysages, ça fait partie de ce qu'est notre identité. Donc, ça veut dire que quand il y a du grès des Vosges sur une maison... du grès des Vosges. Voilà, c'est une pierre, pierre typiquement alsacienne, il faut que ça reste. Quand il y a des structures bois, il faut qu'elles restent. Quand il y a des tuiles très particulières alsaciennes, les Biberschwanz, il faut qu'elles restent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Les promoteurs vous répondront que ça coûte un peu plus cher. Mais certes, mais ça, c'est leur problème. Moi, mon problème, c'est de garantir que Zimmerbach reste le plus beau village du monde. Bon. Ensuite, moi, je pense que ce serait un drame. Au fond, Zimmerbach, c'est entouré de vignes et de forêts comme plein de villages qui sont entourés de champs et de forêts. Moi, je pense que c'est un drame si on réduit encore davantage la surface agricole et si on arrache des arbres, parce que la forêt est absolument vitale. En revanche, il y a des dents creuses. Il y a des zones qui ne sont pas utilisées aujourd'hui, qui ne sont pas construites. Là, peut-être qu'on peut réfléchir, tout en gardant le cadre de vie calme et résidentiel de nos différents villages, à construire des petites maisons qui s'intègrent parfaitement et d'autres services à la population. Si on veut qu'il y ait des médecins dans les villages, par exemple, il faut des locaux. Si on veut qu'il y ait des crèches, il faut des locaux. Donc, premier enjeu, c'est, moi, ce qui me tient à cœur, c'est garder la beauté. Deuxièmement, c'est de garder le cadre de vie résidentiel, peu importe les projets qui sont faits. Ce qui veut dire, par exemple, que je me suis déjà opposé à des projets de 10 maisons sur 20 arts. Je me suis déjà opposé à des projets de 5 maisons sur 10 arts. Parce que c'est beaucoup trop. Ça aurait été des recettes supplémentaires pour votre commune? Mais oui, mais à quel prix? Au prix de la perte de tranquillité? Au prix de la perte de la tranquillité des gens qui y vivent? Non. Et voilà. Donc, il faut modérer ce qu'on fait. Troisième enjeu, c'est que vous avez des logements vacants, des granges qui sont aujourd'hui inutilisées. Peut-être que la priorité, c'est davantage de mobiliser tout ce bâti qui n'est pas utilisé, plutôt que de construire des
nouvelles choses. Pas facile en tout cas pour vous, élus locaux, entre cette pression immobilière de vouloir effectivement loger des gens et puis conserver ce cadre de vie que vous avez. Allez, prochaine question, c'est la question désormais célèbre de l'assistant. On va voir si notre assistant est disponible. Assistant, bonjour, je suis donc avec Benjamin Huin, le maire de Zimmerbach dans le Haut-Rhin. Est-ce que tu pourrais lui poser une question un peu challengeante sur l'intelligence artificielle, son utilisation à la fois personnelle et dans l'action publique? Allez, vas-y. Monsieur Huin, en tant que maire d'une commune comme Zimmerbach, comment envisagez-vous d'intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion municipale? Et plus encore, pensez-vous qu'il y ait des risques éthiques ou des limites à ne pas franchir quand on utilise l'IA dans le service public local? Une bonne question, non? Alors, c'est une excellente question. Alors, je note que votre assistant a un petit accent anglais, ce qui est l'occasion pour moi de vous dire à quel point je suis fier de voir Mistral prospérer, se développer. Je trouve que c'est une entreprise absolument formidable qui crée une solution d'intelligence artificielle en France. Et voilà. Et ça, c'est le genre de champion dont on a besoin. Donc, et si je peux rebondir, dès que Mistral le chat aura mis en place cette synthèse vocale qui fait que c'est très interactif, évidemment, on l'utilisera chez nos popoles. Voilà. Mais comme le chat a 7 vies, je ne doute pas que Arthur Mensch trouvera une solution pour y arriver. Il réussit déjà énormément de choses. Alors, comment on fait? Moi, tout ce qui peut faire gagner du temps à mes équipes et aux habitants, on le fait. Donc, ça veut dire que s'il y a, par exemple, une sorte de tableau Excel qui peut être fait par l'intelligence artificielle plutôt que par les secrétaires de mairie ou par moi, je le fais. En revanche, il y a des vrais dangers. Dans une commune, on a tous les fichiers d'état civil. On sait quand vous êtes né, où vous êtes né, donc l'âge que vous avez, où vous habitez. Ça, je peux vous dire que jamais je le mettrai dans un logiciel d'intelligence artificielle parce que je ne veux pas donner, a fortiori à des solutions américaines, des données qui portent sur la vie des gens. Donc, on l'utilise dès qu'on peut gagner du temps, mais j'en interdis l'utilisation dès lors que ça révèle des choses personnelles sur les gens. Parce que ça, ce serait affaiblir le lien de confiance que les gens ont envers notre commune, et ça, ce serait extrêmement grave. Autre question, comment vous pouvez répondre aux préoccupations qu'on a tous? Là, on a vu qu'Amazon allait supprimer 14 000 postes et en grande partie à cause de l'intelligence artificielle qui remplace vraiment stricto sensu le job de pas mal de gens. On est plusieurs à se sentir concernés par ça. Comment vous pouvez répondre à ça? Je pense que l'intelligence artificielle et la technologie de façon générale, c'est une chance. Il ne faut pas être naïf. Il faut que la technologie, l'intelligence artificielle en premier lieu soit au service de l'être humain et pas son maître. Mais je pense que c'est des opportunités. En fait, les emplois, ils vont pas nécessairement être supprimés, ils vont évoluer. Regardez, il y aura besoin de plus d'ingénieurs pour imaginer ces outils-là. Il y aura besoin de plus de techniciens pour les utiliser et il y aura besoin de plus de gens qui font de la maintenance pour les réparer. Donc, c'est des nouveaux emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui existeront dans 10-15 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc je pense que le rôle de notre système scolaire, de notre système universitaire et de la formation continue tout au long de la vie, c'est plutôt que de nous faire peur, c'est de nous préparer à ça. Et je crois que de façon générale, la France ne doit pas avoir peur de l'avenir. Elle ne doit pas avoir peur du changement technologique, elle ne doit pas avoir peur des menaces étrangères, elle ne doit pas avoir peur du changement climatique. Elle doit pouvoir relever ces défis, et moi, ma conviction, c'est qu'elle a tous les atouts pour le faire. Mais il faut s'y préparer. Et pour l'intelligence artificielle, ça veut dire évidemment de réguler les différentes plateformes, mais ça veut surtout dire de former les gens pour s'en emparer, de former les gens pour de nouveaux métiers, et aussi former les gens pour bien les utiliser. Voilà. Vous pensez à quelque chose de particulier? Vous pensez qu'il y a une mauvaise utilisation vous l'utilisez, vous, l'intelligence artificielle, dans votre quotidien, j'allais dire? Oui, absolument. Moi, je vais vous faire une proposition extrêmement concrète. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à l'école, à partir de la fin du collège ou du lycée, comme on sait que tous les jeunes utilisent Insta, TikTok, X, c'est que plutôt que de faire des cours généraux sur les dangers des réseaux sociaux, il y a des gens formés pour ça, qui prennent le feed, donc le fil TikTok, Instagram, X, Twitch, d'un jeune type de leur territoire et qui leur montre ça, c'est de l'information, ça, c'est pas de l'information, ça, c'est de l'information, mais en fait, c'est un mensonge parce que c'est pas
médias accrédités, réputés. Ça, c'est un compte russe ou chinois qui veut nous déstabiliser. Ça, à l'inverse, c'est quelque chose de neutre. Et ça, je crois que ce serait bien plus utile que des grands propos généraux en classe d'éducation civique qui n'ont ni queue ni tête et faits par des gens qui ne savent pas ce que les jeunes voient sur leurs écrans. Je pense également qu'il faut l'interdire pour les moins de 15 ans, par exemple. Les réseaux sociaux. Voilà. Mais il faut aussi être réaliste. Comme aujourd'hui, ils l'utilisent, ça ne seront pas demain de les utiliser. Je pense qu'il faut leur apprendre à bien les utiliser. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Il faut être confiant sur la capacité, quand on forme et quand on prépare les gens, à ce qu'ils utilisent bien les choses. D'accord, Benjamin. L'autre grande mutation dont vous avez parlé, c'est la transition écologique, le changement climatique. On passe à notre rubrique Nos Popoles écologie. Comment vous, en tant qu'élu local, vous placez la transition écologique dans l'action publique que vous menez dans votre village ? C'est évidemment une priorité qui nourrit tout ce qu'on fait. Moi, je crois que en matière d'écologie, l'ère des lanceurs d'alerte, elle est révolue. Maintenant, c'est l'heure de ceux qui agissent. Et moi, si j'aime être maire et si je m'engage pour mon village et pour la France, c'est parce que j'ai envie d'agir. Entre autres, pour préserver l'environnement. Préserver l'environnement, c'est un sujet de santé, c'est un sujet de bien vivre aussi, mais c'est aussi un sujet civilisationnel. Parce que, on s'en rend pas compte, mais les Chinois avancent très vite là-dessus. C'est colossal ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Et moi, je refuse qu'on perde cette course. Alors, très concrètement, je vous ai parlé du bus, je vais vous parler de la forêt. Moi, de toutes les compétences que j'exerce en tant que maire, la forêt, c'est la seule qui vraiment me hante au sens où, si je me trompe quand je refais une rue, c'est bête, mais c'est pas très grave parce que c'est réversible. En revanche, les décisions que je prends pour la forêt, elles ne produiront leurs effets que dans 40 à 50 ans. Moi, pour ma forêt, j'ai 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est de protéger la forêt contre les dégâts de gibier. Donc là, les solutions, c'est la chasse. Les solutions, c'est de protéger les arbres. Et donc, par exemple, chaque année, avec différents bénévoles, on va placer des protections sur les bourgeons des arbres naissants pour qu'ils grandissent sans être mangés par des cerfs, par d'autres chevreuils, etc. C'est très concret, ça. Voilà. Deuxième enjeu, en forêt, il est absolument fascinant. Moi, je vois la forêt de Zimmerbach changer. Parce qu'elle s'appauvrit, parce qu'il y a des maladies, mais dans 50 ans, quand il fera 1,8 degré de plus, ce ne seront pas les mêmes arbres. Donc ça veut dire que notre paysage changera. Et moi, ma responsabilité, c'est de penser aujourd'hui à la forêt dans 50 ans. Quelles essences d'arbres dois-je planter dans la forêt de Zimmerbach pour que ma forêt, elle résiste à des périodes plus chaudes et plus sèches. Et donc, on a expérimenté de planter des pins, des landes, parce que c'est plus au sud, et d'autres essences d'arbres. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Troisième sujet pour la forêt, troisième enjeu, c'est la forêt aujourd'hui, elle est surutilisée. Elle est surutilisée. À chaque fois par des raisons absolument légitimes. Moi, j'adore courir. Où est-ce que je préfère courir ? C'est en forêt, Thierry. Voilà. Pareil. Voilà. Donc, il y a des gens qui font du trail, il y a des VTTistes, il y a des gens qui chassent, il y a des gens qui font de l'activité économique dans notre forêt, il y a des gens qui se promènent, et il y a surtout la faune et la flore. Voilà. Et ces usages, il faut les concilier. Et donc moi, une part de mon action pour la forêt, c'est de m'assurer que toutes ces pratiques soient parfaitement légitimes, certes, mais qu'elles n'empiètent pas, premièrement, sur les pratiques des autres, et deuxièmement, sur la faune et la flore. Voilà. Comment réagissent vos administrés ? Vous êtes dans une commune quand même assez agricole. Les administrés réagissent bien à ce genre de la transition écologique. C'est un sujet dont vous sentez qu'il est de plus en plus prégnant. Ah oui, si je prends les deux exemples-là, les gens aiment leur forêt, aiment leurs vignes, et ils sont très contents de voir qu'on en prend soin. Et le fameux bus que j'ai mis en place, il est très utilisé. Donc ça montre que les gens, quand on leur offre des solutions concrètes pour l'écologie, ils s'en emparent. Et peut-être pas punitif, puisque c'est ça le grand débat finalement sur l'écologie, entre la décroissance, c'est-à-dire se priver, contraindre, et puis peut-être une vision. Et regardez Thierry, si vous interdisez la voiture, ou si vous augmentez les taxes sur l'essence, et que les gens n'ont pas de bus pour aller au boulot, allez, évidemment. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est même dingue qu'on puisse augmenter la fiscalité
sur l'essence et puis le diesel, sans penser à mettre des bus ou des trains qui leur permettent d'aller au travail sans la voiture. Donc, je pense qu'il faut permettre aux gens d'être écolos. Les gens, ils demandent que ça, mais il faut les y aider. Quand je dis les gens, c'est les agriculteurs, c'est les industriels, c'est les gens qui vont au boulot, etc. Entendu pour ce sujet, donc très important évidemment sur la transition écologique. On passe à notre prochaine rubrique, Nopopol Sécurité. La sécurité, c'est la préoccupation numéro 1 des Français, tout du moins si on se réfère à ce baromètre IFOP du mois de septembre. Des idées simples, Benjamin, sur comment on peut rassurer les Français. Écoutez Thierry, on va faire une devinette. Vous allez me dire quel est le point commun entre un salon de coiffure, entre la maison de village d'une mère qui bosse et qui élève seule ses 2 enfants, entre le clubhouse d'un petit club de tennis, entre le très bel appartement dans une grande ville d'un grand joueur de football. Ils ont tous été cambriolés ? Exactement. Et je pourrais rajouter à ça le Louvre, et je pourrais rajouter à ça les GPS sur les tracteurs et sur les installations agricoles. Qui parle des cambriolages aujourd'hui ? J'entends personne en parler. Alors que c'est l'insécurité dont souffrent le plus les gens. Qui vivent à la ville, qui vivent à la campagne, qui soient riches, qui soient moins riches, qui soient agriculteurs, qui soient artisans, qui soient entrepreneurs ou qui soient des simples citoyens. D'accord sur le constat, mais alors qu'est-ce que... Ça fait 12 ans qu'aucun plan national n'a été fait contre les cambriolages. Ça veut dire que depuis 12 ans, il n'y a aucun ministre de l'Intérieur ou aucun Premier ministre qui a dit « ça, c'est ma priorité ». Et ben moi, je pense que ça doit être à nouveau une priorité. Comment faire ? Tout d'abord, il faut un volet opérationnel. Il faut plus de prévention. Plus de présence des forces de l'ordre. Quand on sait qu'il y a des heures de cambriolage, et la période de Noël s'y prête tout particulièrement d'ailleurs, parce qu'il fait nuit plus tôt, parce que les gens ont leur repas de Noël au boulot, etc. Deuxièmement, il faut un volet judiciaire. Le taux d'élucidation des cambriolages, c'est 7%. On va revenir aux moyens alors. Le taux d'élucidation des autres crimes et délits, c'est 80%. Enfin, de certains autres crimes et délits. Ça veut dire qu'on ne met pas tous les moyens d'enquête. Troisièmement, il faut un volet pénal. Quand on trouve les coupables, il faut durement les punir. Ensuite, ce qui est frappant avec les cambriolages, c'est que c'est de la criminalité importée de l'étranger. Vous avez des raids qui viennent de l'étranger, parfois d'Europe de l'Est. La preuve, c'est que 23% des cambriolages sont commis par des étrangers, quand les autres délits, c'est 17%. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet aussi de protéger nos concitoyens contre des raids pendant 2-3 semaines qui viennent d'autres pays pour cambrioler et repartir. Voilà, donc moi, ma proposition est simple, des moyens pour plus de gens sur le terrain pour prévenir les cambriolages, pour trouver plus facilement qui sont les coupables des cambriolages et quand on les trouve, de mieux les punir. Il y a un deuxième sujet de sécurité qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez Thierry, chaque été, les maires et les agriculteurs vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. C'est l'installation illégale de gens du voyage sur leur terrain. Ça, c'est insupportable. Il y a pourtant des aires qui sont censées accueillir. Je vais vous raconter une histoire. Le 6 juillet, date de mon anniversaire, j'étais en train avec mes proches de manger mon gâteau anniversaire. Je suis appelé. Écoute Benjamin, il y a les gens du voyage qui se sont installés là sur notre terrain de foot. Je vais les voir. Là, ils me disent, monsieur le maire, donc là, il y a 50 caravanes qui sont installées et 150 personnes. Là, ils me disent, écoutez, monsieur le maire, on est là, on compte pas partir tout de suite. On vous propose 1 000 euros pour une semaine en échange parce que on s'installe sur vos réseaux d'eau et sur vos branchements électriques. Moi, je leur ai dit, en fait, c'est simple. Si vous me proposiez 10 000 euros pour une nuit, je dirais quand même non. Parce qu'on ne négocie pas avec la loi, on l'applique. On ne négocie pas avec le représentant de la loi, on exécute qui dit. Et puis par ailleurs, moi, pour mes concitoyens, à qui je fais respecter les règles d'urbanisme, là, je vais accepter qu'il y ait une sorte de terrain de camping, là où le terrain de camping est interdit parce qu'en plus c'est une zone inondable. Je vais empêcher des gamins d'aller jouer au foot sur le terrain de foot du village parce qu'il y a des gens qui s'y installent illégalement. Non. Alors, ce que j'ai fait, je leur ai dit, je vous ferai partir. Je vous ferai partir parce que je vous ferai respecter la loi. C'est pas contre vous. La preuve que c'est pas contre vous, c'est que je vous applique la même loi qu'aux autres. Voilà. Certains vous répondraient qu'il n'y a pas assez de terrain ou de
pour les gens du voyage, C'est justement. pas parce que il y a des intercommunalités qui sont en illégalité que ça donne une carte blanche pour faire d'autres illégalités. On est où là? Et alors, quand je dis ça, j'y suis allé seul, y compris à 23h les voir et leur dire que c'est un problème, etc. Me fait menacer. J'ai dit, mais en fait, je suis venu seul. Vous me faites pas peur? Et donc, j'ai saisi le juge. 3 jours après, décision de justice. 4 jours après, ils étaient partis. Ils m'ont laissé un petit cadeau. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne sais pas. Une batte de baseball et une masse. Voilà. Je les ai offertes à mes conseillers municipaux pour le petit clin d'œil et pour ce bon souvenir qu'était l'installation illégale cet été des gens du voyage. C'était, Benjamin Moix, vos propositions contre l'insécurité. On passe à notre prochaine rubrique, à Nopopol Éducation. La même chose, Benjamin Moix, qu'en matière de sécurité. Vous avez des idées simples, concrètes dans ce domaine-là? Alors, l'éducation, Thierry, c'est la mère des batailles. C'est la priorité numéro 1 que notre pays doit se fixer pour les 20 prochaines années. Moi, il y a quelque chose qui me scandalise, c'est que en 25 ans, entre 1995 et 2020, on a perdu 1 an de niveau. Je m'explique. Le niveau des élèves en maths de 5e en 1995 est aujourd'hui celui des élèves qui sont en 4e en 2020. Donc, on a perdu 1 an. Alors, première proposition, il faut avancer d'1 an tous les apprentissages. Exemple, on commence à apprendre à lire non plus à partir du CP, mais à partir de la 3e section de maternelle. Comment on y arrive? Il faut plus de profs. Il faut réduire le nombre d'élèves par classe. Les moyens, encore une fois. Alors aujourd'hui, vous avez 24 élèves par classe en moyenne en maternelle et au primaire. Il faut qu'on plafonne ça à 15, qu'on dédouble les classes partout. Voilà. Aujourd'hui, vous avez entre 30 et 35 élèves par classe au collège et au lycée. Il en faut 25 maximum. Alors, plus de profs, comment les trouver? Comment les former? Moi, je pense qu'il faut libéraliser tout ça. L'éducation nationale, elle gère depuis Paris 1 million de professeurs. Il y a 2 administrations dans l'histoire, Thierry, qui géraient 1 million de personnes. L'éducation nationale et l'armée rouge. C'est dingue. C'est dingue. Donc, il faut que le personnel de l'éducation nationale, les profs, soit géré par le directeur d'établissement lui-même. Que ce soit le directeur d'école, le principal ou le proviseur, avec l'aide du maire pour les écoles, avec l'aide du président du département et puis de région pour les collèges et puis les lycées. Et moi, ma proposition, c'est de dire que comme on se fixera dans ce pays 3 priorités, pas plus, ça veut dire qu'on fait des économies aussi parce qu'on sait quelles sont nos priorités. Et donc, on financera aussi notre modèle éducatif parce qu'on décidera qu'enfin, c'est une priorité et que tout n'est pas prioritaire. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas un bon système éducatif, on n'arrivera pas à bien faire le reste. Voilà. En tout cas, voilà vos propositions en matière d'éducation. Place à notre prochaine rubrique, Rendez-vous en 2050. On se projette. 2050, c'est finalement pas si loin. Dans 25 ans, Benjamin Moix, le scénario du pire, puis le scénario du meilleur, selon vous, pour notre pays. Le scénario du pire en 2050, ce serait que la France ne soit plus ce qu'elle est. Ce serait que la France ne soit plus un pays libre, où les femmes sont libres, où la presse est libre, où les juges sont libres, où on peut créer des partis politiques librement, soit parce que quelqu'un au pouvoir y instaure un régime autoritaire, soit parce qu'il y a d'autres pays qui y font des attentats ou qui nous menacent extrêmement gravement et que ça suppose des mesures extrêmement fortes. Moi, je ne veux pas m'y résoudre. Et donc, en retour, le scénario du meilleur, c'est que ce pays reprenne son destin en main, permette aux gens de réussir leur vie, de gagner leur vie, parce que s'ils réussissent leur vie, ils feront réussir la France. S'ils gagnent leur vie, ils feront gagner la France. Pour ça, il faut libérer les énergies du pays. Voilà. Ça, pour moi, c'est le scénario du meilleur. Écoutez, la réponse dans 25 ans, on verra. Ça sera sans doute un entre-deux, mais en tout cas, voilà. Pour cette rubrique, on passe à notre ultime module, le discours de motivation. Alors, je le dis à chaque invité, c'est un peu ambiance second tour de la présidentielle. Vous avez le droit de vous adresser, Benjamin, à cette caméra. Et pourquoi on a voulu chez Nopopol créer cette rubrique? C'est qu'on sent qu'il y a quand même un désamour, un fossé qui s'est créé entre les citoyens et leur classe politique, leurs élus. Pourquoi faut-il encore, Benjamin Moix, croire en la politique? Allez, je vous donne une petite minute, on va dire. Il faut croire en la France, parce qu'on est le plus beau pays du monde, on est le plus grand pays du monde, et
ce pays mérite tout notre engagement. Au fond, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux sur les formidables défis qu'on a à relever, avoir une industrie forte, avoir une agriculture forte, et au fond, se fixer 3 priorités essentielles. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'éducation. Il faut qu'on se retrousse les manches et que tous les gens qui partagent une même espérance pour la France, qui ont la conviction qu'il suffit de peu, et que ce peu nous permettra à nouveau d'être grands, d'être fiers et d'être rayonnants, on y aille et on se rassemble. Ben voilà pour votre discours de motivation. Je vous remercie en tout cas d'être venu chez Nopopol. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions parce qu'on les transmettra à nos prochains invités. Si vous êtes une femme ou un homme politique, contactez-nous si vous êtes intéressé par ce format. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Nopopol parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver en podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Nopopol.